Bonjour. Y a-t-il un modèle psychologique du collaborateur ou du résistant et du résistant? C'est ce que nous allons essayer de définir. Tout d'abord, quelques chiffres. Il y a des collaborateurs et des résistants dans toute la France. Selon les archives nationales, on a estimé à 105 000 le nombre de collaborateurs recensés. 50% par intérêt ou raison économique, sans forcément adhérer à la Révolution nationale ou au nazisme. 40% pour des raisons politiques, et là, bien sûr, on adhère à la Révolution nationale, voire au nazisme. Et 10% de collaborateurs pour des raisons de vengeance, pour des raisons de jalousie, pour des raisons d'amour aussi. Voilà donc comment ça se présente. Et pour le reste, il y a 30 000 miliciens recensés. Donc 4 à 5 000 participent à la lutte contre les résistants. Là, vous avez bien sûr les Darnans, etc. Et puis il y a une autre, bien sûr, dans cet ensemble, ce premier ensemble, il y a une autre catégorie, mais c'est différent, c'est la collaboration de l'État. Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord, hein? Collaboration de l'État qui, bien sûr, doit des indemnités aux Allemands, a un problème avec ces 2 millions de prisonniers qu'il faut essayer de récupérer, et un problème de ligne de démarcation également. Ça, c'est autre chose, et pour tout cela, il faut payer. L'autre ensemble, c'est 150 000 résistants, 75 000 forces françaises libres, puis 300 000 forces françaises de l'intérieur, sans oublier bien sûr les forces armées qui sont contre l'Axe et débarqueront le 15 août. Une autre façon d'appréhender le problème, c'est les profils politiques. Robert Paxton parlait dans sa thèse des années 80 de 40 millions, il en a fait un livre, 40 millions de pétainistes. En réalité, il faudrait répartir différemment. Il y a au début ce qu'on appellerait des maréchalistes, et puis peu après favorables à la Révolution nationale, instaurée et voulue par le maréchal Pétain. Et puis il y a les pétainistes, qui sont pour le maréchal Pétain, bien sûr, mais qui suivront la politique de Vichy, dirigée par le maréchal Pétain. Même si souvent c'est Laval qui prendra la décision, mais le maréchal, c'est le chef suprême en France. D'ailleurs, un personnage très ambitieux, qui veut absolument tous les pouvoirs et créer quelque chose, une sorte de nationalisme autoritaire à la française, alors que Pierre Laval ne veut pas ça. Pierre Laval, il veut une grande Europe dans laquelle la France participera en collaborant avec les Allemands. Il y a une fracture, là. Il y a une fracture, et les Allemands ne veulent pas de nationalisme français autoritaire, puisque ça peut plus tard faire redresser la France et les opposer dans cette Europe dirigée par les Allemands, aux Allemands et aux nazis, bien entendu. Donc ces pétainistes, ce sont les antisémites, ce sont les anticommunistes, ce sont les anti-francs-maçons, ce sont les collaborateurs dénonciateurs, et puis les ultras qui iront plus loin jusqu'à la Waffen-SS, comme Darnan, par exemple. Ceux qui sont, bien sûr, pour aussi un nationalisme français, fasciste,
bien entendu, comme des A de l'oncle, etc. Voilà. Il faut considérer tout ça quand on avance dans cette étude, puisque on voit bien, c'est une mosaïque la France. On approche le problème des collaborateurs d'abord par de multiples entrées, c'est polymorphe, c'est certain. C'est aussi, et c'est fracturé, et ce sera moins, mais quand même fracturé, on le verra, et différencié du côté de l'autre ensemble, l'ensemble résistant. Alors pour notre étude, on s'est préoccupé d'analyser les personnages, de considérer les personnages et de faire une sorte d'analyse pour étudier leur profil psychologique. Donc quand on parlera de profil psychologique, c'est à partir des exemples qu'on aura choisis, parmi des milliers bien sûr, des dizaines de milliers. On en a pris quelques-uns, et on va voir, et typique d'ailleurs, et on va voir ce que ça peut donner. Les deux premiers que nous voyons sur l'écran, ce sont deux personnages très engagés dans la collaboration, et également très engagés dans l'appât du gain, voilà, dans l'appât du gain personnel. Le premier, c'est Léon Michel. Il sévit dans les Hautes-Alpes, né en 1920. C'est un orphelin qui est placé dans une entreprise, l'entreprise Farsa de Gap. C'est une entreprise proche de la résistance. C'est une entreprise qui cache des réfractaires, qui cache les opposants, les résistants bien sûr. Et il y a des armes, on trouve tout dans cette entreprise-là. Et ce jeune va apprendre la mécanique, et il va être employé, c'est Léon Michel, dans l'entreprise. Il est résistant au début d'ailleurs, mais il est assez violent, il se fait remarquer déjà. Et quand les Allemands vont arriver dans la zone sud et prendront le pouvoir, et lors de la fameuse opération Attila, qui fait qu'ils vont occuper, à la suite du débarquement en Afrique du Nord, ils vont occuper tout le sud. Les Italiens partiront, bien sûr. Et là, ça change pour Léon Michel. Il est très vite repéré et il est arrêté par la Gestapo. Et quand monsieur Farsa va demander des nouvelles, pourquoi est-il arrêté, on lui dira, vous ne vous occupez pas de quelque chose qui ne vous regarde plus. Là, il a compris. Et l'autre va se mettre à table et va dénoncer toute l'entreprise, tous ses amis, tous ses copains, tous les clients qui auraient une relation avec Farsa dans la collaboration. Lui, il a une bonne situation, il est chauffeur de la Gestapo. Bon, ça c'est son problème. Et ça donne au rapine, au chantage, aux raquettes. Pendant ce temps, bien sûr, l'entreprise ferme. Les employés, on découvre tout. On peut poursuivre ceux qui se cachent là. Que l'entreprise cachée, bien sûr, ça signifie déportation, emprisonnement, tout ce qu'on veut. Ce Léon Michel sera fusillé en juin 1945. Le deuxième personnage qu'on voit sur l'écran, c'est Maurice Lérat. Alors Maurice Lérat, c'est quelque peu différent quand même, mais dans la cruauté, alors que Léon Michel était sans doute, n'avait pas de pitié, n'avait pas de sentiment pour son prochain, Lérat encore moins, on va le voir. Lérat, il est carrément engagé dans la Waffen-SS. Dès novembre 1943, dans la fameuse brigade Brandebourg. Et là, de là, il fait arrêter des tas de résistants, notamment à Grasse, puisqu'il est de ce côté-là. Et là, c'est à cause de lui, ou par lui, que le groupe Tartane est poursuivi. Groupe Tartane de renseignement très important à Grasse. Les Pasqua, par exemple, en subiront les conséquences. La pauvre Hélène Vagliano, la veilleuse, qui sera torturée et mourra dans d'atroces souffrances, et après des tortures de l'autre monde, par exemple, seront arrêtés
sur dénonciation de Maurice Léra. Et lui, pareil que son collègue Léon Michel, il va s'adonner aux raquettes, à la dénonciation. Et son acte le plus caractéristique et le plus cruel sera celui qu'il effectuera, qu'il mettra en place lors de l'hommage au fils Bagari qui était résistant et qui avait été fusillé. La famille et tous les amis résistants se retrouvent dans une messe à la Doire. C'est près de Céranon, à la Doire de Céranon d'ailleurs. Et bien sûr, Léra en a entendu parler et il amène les Waffen-SS, la Wehrmacht avec lui et il prend tout le monde en otage. Et il reconnaît dans l'Assemblée l'instituteur Robuffer, résistant. Il l'exécute, le premier otage chez lui, on commence à en exécuter pas mal, au tel point que l'officier allemand de la Wehrmacht dit arrêtez, trouve ça exagéré, mais entre-temps il a tué Robuffer, tué devant sa femme et son fils. Voilà le genre de personnage, pas de jugement, c'était assez fréquent d'ailleurs, les sections spéciales en seront le témoignage concret plus tard. Ensuite, ce Léra essaiera de s'enfuir, il ira dans la poche de Colmar, jusqu'à la poche de Colmar, et là, il va proposer ses services à l'armée américaine, et en même temps, il fera du contre-espionnage pour les Allemands. À l'armée américaine, il dira qu'il est réfractaire alsacien, il ne veut pas être allemand, mais en réalité, les Allemands, ils jouent le jeu, puisqu'il est Waffen-SS et nazi notoire. Voilà le deuxième personnage. D'ailleurs, lors du jugement de Maurice Léra, beaucoup de résistants grassois se déplaceront pour assister à ce procès. Autre personnage typique, c'est Pierre Drieux-La Rochelle. Homme du monde, dandy, écrivain. Peut-être s'adonne-t-il un peu trop à l'alcoolisme, mais enfin ça c'est son problème, mais ça peut jouer sur son destin, ça peut jouer, on va le voir. C'est l'ami d'Aragon, de Mauriac, c'est l'époux de Colette, c'est l'amant de Christine Renaud, la femme du propriétaire de l'entreprise Renaud. Il est amant également avec une comtesse, la comtesse Christine Victoria Ocampo. Il est déclaré dans ses écrits socialiste, fasciste, et donc il suit un petit peu ce que veut faire Pétain, un régime autoritaire, socialisant. D'ailleurs, il sera très proche de Pétain, mais plutôt d'Otto Abetz, l'ambassadeur allemand en France, qui lui entretient la fracture entre le socialisme fasciste français et la collaboration à outrance derrière l'Allemagne. Et cette fracture, c'est la fracture entre Pétain et Laval, bien entendu. Les Allemands ne veulent pas d'un socialisme français nationaliste très fort, fasciste bien sûr, très fort, parce que ça risque à terme, à l'avenir, alors que l'Allemagne aura imposé ses règles et ses lois à toute l'Europe, ça peut faire concurrence à l'intérieur du bloc, et bien entendu, ils n'en veulent pas. Donc ils entretiennent l'opposition à outrance, et il y a une préférence pour Laval qui lui veut une grande Europe derrière l'Allemagne, voilà, et où la France serait partenaire, ne se faisant aucune illusion sur les possibilités françaises de créer un gouvernement autoritaire derrière le maréchal Pétain. Mais voilà, en 1943, c'est Stalingrad, ne pas oublier très rapidement, c'est Stalingrad, la défaite allemande. Très rapidement encore, il reste, on voit bien que pour les prisonniers, on ne peut pas faire grand-chose, Pétain ne peut pas faire grand-chose, puisque les Allemands demandent, Hitler demande des conditions très difficiles pour la France, notamment pour les dettes, très dures pour
la ligne de démarcation, il cède sur rien du tout, et sa collaboration, c'est surtout tout pour l'Allemagne et rien pour la France. En quelque sorte, c'est un peu ça. Donc c'est une collaboration de dupes. Voilà. Et puis, lui comprend très vite que ça va pas être bon pour lui, ça va pas être bon. Il sent que l'Allemagne ne gagnera pas et que tout s'affaisse autour de lui. Et il dira, il n'y a pas de salut pour ceux de mon espèce. Et il dira de son espèce, mais parce qu'il n'est pas seul, mais dans cet état d'esprit. Mais lui, son espèce à lui, il s'agit de lui-même. Il naviguera finalement entre le jour et la nuit en permanence. Pourtant, il a une belle carrière depuis 40, puisqu'il est directeur de la nouvelle revue française, la NRF, qui collabore bien sûr avec l'étranger, mais qui fait un travail important au niveau de la lutte contre les résistants. Tout ça va s'effacer en lui, il va peu à peu s'effondrer mentalement, va être désabusé et finira par se suicider en mars 1945. Soit il prévoit un avenir noir pour lui, soit c'est vraiment une déprime et il ne peut pas s'en sortir. Voilà pour Dario La Rochelle. Finalement, une logique avec lui-même, il voit que ça ne marche pas, il voit qu'il s'est complètement trompé, et entre deux verres d'alcool, voilà ce qu'il peut penser, et il finira effectivement par se suicider. D'autres sont plus durs que lui, notamment cet ecclésiastique Alfred Baudrillard, anticommuniste notoire, qui s'opposera à toutes les manifestations nationales, lui, notamment celles des étudiants au 11 novembre 1940 qui honoreront la victoire de 1918. Et il appuie à fond Laval et la Légion des volontaires français. Lui, ce qu'il veut, c'est je pense, puis qui participera au mouvement collaboration, pardon. Et il encourage aussi tous les écrivains anticommunistes. Donc il est droit dans ses bottes, droit dans ses convictions. Pour lui, rien ne doit changer. Et s'obstinera dans cette idée jusqu'à sa mort en 1942. Et lors de ses obsèques, Pierre Laval se déplacera pour y assister. Voilà un pur et dur de la collaboration finalement, tout un état ecclésiastique. Un genre complètement différent et pourtant ecclésiastique, c'est le cardinal Gerlier. Cardinal Gerlier, que voici sur l'écran, né en 1880, qui aura la médaille des Justes, puisqu'il est sur le mémorial de Yad Vashem, c'est l'archevêque de Lyon. Archevêque de Lyon, primat des Gaules. En 1940, il dira carrément dans ses homélies, Pétain c'est la France et la France c'est Pétain. Il a tout dit, suivra à fond le maréchal, mais peu à peu il va changer d'avis, notamment entre 1940 et 1942. Il y a les lois anti-juives, il y a les rafles, il y a les exécutions d'opposants, notamment les communistes en particulier, et les socialistes d'ailleurs aussi. Ça le fait changer. Et là, il dira les droits de l'État ont des limites. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, mais lui, il n'a pas oublié la fraternité nécessaire, la liberté un petit peu l'égalité aussi. Il n'a pas oublié ce sigle-là, cette en-tête de la République française. Et il s'aperçoit que le maréchal Messi n'est plus le Messi, quoi. C'est pas un Messi, finalement. Alors, avec le STO, le service du travail obligatoire, qui arrive, il y a une recrudescence de jeunes qui ne veulent pas faire le STO, ils n'ont pas de raison d'aller travailler en Allemagne. C'est une trahison, finalement, d'une certaine manière.
Et il va protéger les réfractaires, il va beaucoup les protéger, et il sera contre la déportation du 6 septembre 1942, contre la milice, contre les autorités d'occupation. Il faudra beaucoup de courage pour faire ça, et il y en aura jusqu'au bout, avec des risques énormes, sans défense en plus. Qui va défendre ce cardinal? Et pas seul, dans ses homélies, à être contre ces abus et ces exagérations. En France, c'est Laval, le maître de cérémonie, mais Pétain est le chef. Pétain, c'est celui qui a le pouvoir suprême, du moins en apparence. Et d'autres évêques vont suivre, les cardinaux vont suivre. Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, Monseigneur Théas, archevêque de Montauban, et Monseigneur Delay, celui de Marseille. Et dans leurs homélies, ils présentent les mêmes discours, parce que pour eux, finalement, c'est là où les ecclésiastiques joueront un rôle, on le verra, ils joueront aussi ailleurs, plus tard, sont fidèles finalement à leur foi chrétienne et catholique, et ils n'estiment qu'on n'a pas à traiter les êtres humains comme on traite des chiens lépreux, quoi. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a quand même, dans le fond, une certaine répulsion pour ces abus. Et je pense que dans la population, même si les gens se taisent, par peur sans doute, ou par crainte, ça se développe. D'autres carrément écrivains, comme Charles Maurras, monarchiste, antisémite, xénophobe, lui soutient Pétain, bien qu'il soit anti-allemand, il soutient Pétain à fond. Il veut absolument un pays nationaliste, pétainiste, maréchaliste, comme on veut. Et il, dans sa revue qu'il publie régulièrement, l'Action française, il définit ses points de vue de ce genre, et il encouragera l'exécution des résistants durant toute l'occupation. Il aura un procès. Dans ce procès, il dira que c'est la revanche de Dreyfus. Donc, son antisémitisme est confirmé, affirmé. Voilà pour Charles Maurras, qui décédera en 1952. Un autre, Céline, Louis-Ferdinand Céline, né en 1894, qui mourra lui en 1961. C'est un écrivain remarqué, comme Maurras, antisémite notoire, collaborateur, pétainiste, mais lui sera pétainiste, mais pétainiste véritablement. Il est pour la Révolution nationale. D'ailleurs, par fidélité, il va suivre Pétain jusqu'à Sigmaringen, ce qui est très rare. D'autres le feront, mais lui le suivra par conviction, par respect, par amour, par vénération finalement. Et lors de son procès, qu'il aura plus tard, il accusera le Comité national des écrivains qui le jugera de jalousie notoire. Bon, finalement, il s'en sort puisqu'il meurt en 1961. D'autres ont moins de chance que lui, comme l'écrivain Barzillac qui sera exécuté, De Gaulle refusera la grâce. Et puis les politiques alors là, qui iront ce sont des jusqu'au-boutistes. DA qui voudra créer le Rassemblement national populaire, qui voudra unir toutes les collaborations, qui échouera, parce que les Allemands n'y tiennent pas. Réunir toutes les collaborations, c'est faire un pays fasciste et nationaliste, et peut-être un futur concurrent à la domination allemande, et au leadership allemand. Darnand, qui ira jusqu'à la collaboration en outrance dans les Waffen-SS, lui qui a été le combattant de 40 héros de la Première Guerre mondiale, va se donner à fond dans le nazisme jusqu'à l'outrance. Lui qui n'avait pas d'instruction, qui n'avait même pas de certificat d'études, on le verra, secrétaire d'État à un moment donné du gouvernement de Vichy, chargé bien sûr de la répression, chef de la milice en particulier aussi.
Un autre collaborateur également de l'oncle, qui sera une autre espèce de collaborateur. Ces gens sont concurrents finalement, n'ont pas les mêmes idées. Dardan, lui, ce sera un pétainiste, fasciste, nazi. Voilà, donc là on a tout. Là il y a du mélange. Il fera la synthèse un petit peu, Dardan. Mais il sera haï, bien entendu, parce qu'il fera des atrocités impossibles. Et à son procès, on a dit, Maurras dira à son procès, c'est la revanche de Dreyfus. Pierre Pucheux. Pierre Pucheux, c'est un autre cas. Donc on voit des gens vraiment envoûtés, qui sont prêts à tout, même quand ça va mal, quand la défaite, quand ils réalisent que ça va perdre, ils vont jusqu'au bout quand même. Donc ça, c'est important pour les collaborateurs purs et durs. Pucheux, qui est canetteur aussi, ministre de l'Intérieur, lui, c'est différent, né en 99 et mourra en 1944. C'est lui qui va mettre en place les sections spéciales. Sections où on ne juge pas, où il n'y a pas de recours, où il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'instruction. Quand vous arrivez chez eux, devant ces sections, ça dure 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, vous êtes exécuté. Si vous êtes parmi les otages, vous êtes exécuté immédiatement. Bien sûr, il n'y a pas de recours possible, ça c'est certain, ni de pourvoi d'ailleurs, encore moins. Voilà. Alors, quelle est l'erreur de Pucheux? Pucheux, il n'a pas eu de chance un petit peu, mais il a fait une grave erreur. C'est qu'à la suite de l'exécution par les résistants du commandant de la région de Nantes, Holtz, suite des exécutions, le général Stubnagel veut arrêter, donc, prendre des otages, et il dira, il veut arrêter ces gens en disant, il faut absolument 100 otages pour un soldat allemand, et 100 otages à exécuter. Et il prend les gens autour de Nantes, il en prend une centaine, et il les enferme, mais il ne veut pas les tuer, il les prend comme otages. Bon, c'est des pauvres gens, c'est des gens innocents, qui ne seront pas forcément des résistants, bien qu'ils aient des aspirations, sans doute anti-collaboration et anti-allemand, c'est certain, pour la majorité, la grande majorité. Et voilà que Métro Barbès, Pierre Georges, résistant communiste, tue l'aspirant Moser. Pierre Georges, c'est le futur colonel Fabien, qui sera à la tête de la libération de Paris, un peu plus tard, dans quelques semaines. Là, Stubnagel, c'est le général qui s'occupe de la lutte contre la résistance, demande l'exécution des gens. Et il veut les 100. Et parmi les 100, il y en aura 27 qui seront désignés par Pucheux lui-même. C'est la grave erreur de Pucheux. Les communistes n'oublieront pas, on va le voir. Et ils seront bien sûr exécutés. Pucheux s'en va, ne veut pas rester en France quand il a vu, à la suite du débarquement et à la suite des défaites allemandes, et à la suite de Stalingrad notamment, et il va en Afrique du Nord, à Alger, rejoindre l'amiral Darlan. L'amiral Darlan a rejoint les Américains, c'est quand même le président du Conseil français, et chef de gouvernement, et il va le rejoindre. Malheureusement, il est assassiné, l'amiral Darlan, donc il ne peut plus faire pareil, alors que Darlan voulait que Pétain s'enfuit en Afrique du Nord. Pucheux était parti, il voulait, et en tant que ministre de l'Intérieur, il dit à Pétain, il faut venir, ça va être le tournant de l'histoire si vous venez. Pétain hésite, on dira que sa femme craignait l'avion, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et il dira qu'il faudra qu'il reste pour sauver les Français, ce qui est une illusion complète. L'histoire aurait été différente, mais c'est comme ça, il n'est pas parti. Bon. Et le général Giraud, qui commande en Afrique du Nord, il ne veut pas partir. Et là, le fait qu'il ne parte pas, il va lâcher Pucheux.
les communistes s'en emparent et l'exécutent. Et l'exécutent, donc il sera exécuté. Voilà l'histoire de Pucheux. Grave erreur tactique, stratégique, nommer des otages pour les faire fusiller, notamment une majorité de communistes. Et puis, le manque de chance avec l'histoire de l'amiral Darlan et du général Giron. Darlan est mort et plus personne ne peut le couvrir. Voilà, donc, je disais tout à l'heure, voilà la présentation de quelques profils de collaborateurs. Certains donc sont dans la tendance Laval, d'autres dans la tendance Maréchal. L'aura du Maréchal est évidente au début de l'occupation, des 40. Le Maréchal, c'est le sauveur, ou le guide suprême de la France, qui veut faire une nouvelle France, un nouvel État français. Et c'est là qu'il remplacera ce qu'on a sur les fronts des bâtiments républicains, liberté, égalité, fraternité, par travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie, c'est l'emblème de cette nouvelle France maréchaliste. Et il explique par les actes. Et on va aller voir quelques actes importants. C'est d'abord combattre l'adversité, combattre les opposants, combattre les francs-maçons, les juifs, les communistes. C'est combattre les gaullistes. De Gaulle se condamner à mort, condamné par un tribunal militaire dirigé par le général Frère. C'est contre la France libre, bien entendu. Et le mensonge qui se déploie selon eux, disant que niant les exécutions sommaires, niant les rafles, niant l'existant de ce qui se passe. En gros, le thème, c'est « laissez-nous tranquilles, on fait ce qu'on veut chez nous », et on rejoint, c'est ce que Pétain couvre, finalement. Voilà, c'est important de le dire. Deuxième aspect des choses, outre la haine dont je viens des adversaires que je viens de décrire, la Révolution nationale préconise, sous l'autorité de Pétain, une France rurale. Rappelons que la population française rurale a été dépassée par la population urbaine que depuis 1931, une dizaine d'années. Et il veut retourner à ça, c'est un retour en arrière. Allons au champ de temps en temps, comme il dit, quelques semaines au champ. C'est un service civique rural pour aller aider les paysans à travailler pour la France. C'est ce qu'il veut faire. Et donc il préconise ce retour en arrière, finalement. Et voilà que fin 42, début 43, sont promulgués les textes, les lois sur le service du travail obligatoire. Alors là, ça bouge en France. Les esprits s'échauffent. Les jeunes ne veulent pas partir au service du travail obligatoire. Déjà, la relève a été un échec complet. Remplacer un prisonnier par un travailleur. C'était faux puisque les Allemands voulaient plus de travailleurs que pour relever un soldat, il fallait 3 ouvriers qualifiés. Et là, le service du travail obligatoire, c'est différent, c'est aller travailler en Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est la trahison, finalement, ça. Et là, c'est là que les jeunes qui n'ont rien, qui s'en vont, préfèrent aller, il faut qu'ils mangent, donc ils s'échappent de chez eux et ils s'en vont dans les campagnes, dans les maquis. Dans les maquis, et qui deviennent de plus en plus nombreux, parce qu'il faut les faire manger, ces gens. Et là, la répression, bien sûr, se durcit à outrance dès 1943.
ça va être très dur. Le combat entre les résistants et les collaborateurs est énorme. On peut dire qu'il y a une obstination de chaque côté. Pour ne passer des bons moments aussi, comment ça se présente et comment ça évolue. La collaboration, elle, encourage le travail en Allemagne. Les Français se rédisent, disais-je. Souvent, on s'échappe, et on s'échappe bien sûr dans les maquis. Alors pourquoi cette volonté de collaborer de cette manière? Et ils disent, jeunes de France, sachez choisir. Donc, choisissez le service du travail obligatoire. Pourquoi cet esprit collaboratif? Jean-Paul Sartre, le philosophe, a une idée. Sartre dit, dans son ouvrage Situation 3, il explique que le collaborateur accepte le fait, la réalité du moment. Pétain est donc incontournable pour eux. C'est pour ça qu'ils ne le contestent pas. C'est le chef suprême, bien qu'on a vu même des ecclésiastiques contester le Messie n'est plus le Messie, rappelez-vous, pour les catholiques et les chrétiens. Et son analyse est assez précise. Pourquoi changer les choses? Selon lui, pour lui, ce que pensent, c'est ce que pensent pour lui les collaborateurs. Et les pro-pétainistes et maréchalistes. Mieux vaut tâcher de se vaincre plutôt que de vaincre le monde. Le collaborateur écarte tout ce qui gêne, son idéalisme. Il est persuadé d'être sur le bon chemin, d'où sa haine de l'adversaire. Sinon, comment approuver un régime qui aboutit à abolir la liberté d'autrui, le droit de parole, d'expression de la liberté? Il n'y a pas d'autre réponse. Voilà comment on peut considérer et approcher la psychologie d'un collaborateur. Alors cette collaboration, elle va continuer, bien entendu. Sur cette diapo numéro 14, il y a bien sûr l'encouragement à suivre, on le voit, le maréchal. Donne à ton fils l'amour du métier. Donc là aussi, il faut être au travail déjà, c'est le premier slogan du pétainisme. Après, le métier restera toujours quelque chose, ce qu'il dit dans la deuxième image. Et puis il dit, entre dans la police nationale. Ça, c'est pas sûr qu'ils acceptent, parce que la police va faire des choses pas très, je dirais, pas très correctes. Plutôt parfois inhumaine, on va le voir un peu plus tard. Et puis, l'attirance du pouvoir et la gloire, c'est ce que proposent les affiches du gouvernement de Vichy. Mais il y a un grand danger. Il y a un grand danger pour soi et sa famille si on se révolte. On le voit sur la vie qui est sur l'écran. Si ça ne va pas, il est bien entendu qu'il y aura des répressions. Donc, c'est pas une liberté complète, mais elle est conditionnée. Et ça va plus loin. Ça va plus loin dans le document suivant. La jeunesse française refuse, bien entendu. Et on va commencer à railler, à s'attirer, à faire des satires sur l'occupation. Et au STO, la jeunesse française répond merde. Ça, on en a partout. Saboter les conscriptions des esclaves au service d'Hitler. Déjà, on va très vite. C'est l'époque 43, c'est l'époque où le vent tourne. Pour eux, pour la jeunesse, le service du travail obligatoire est impensable. Ce serait trahir la France. Tout est bon donc pour railler l'ennemi. Vous avez à côté une satire sur le testament d'Hitler signé d'Adolf Hitler. Donc ça commence à aller assez loin. Et puis bien sûr,
on n'hésite pas à envoyer des tickets, des affiches, mort aux Boches, mort aux Boches, en juillet 1943. On voit ici, c'est écrit sur le document, les miliciens, plus Boches que les Boches, se sont mis hors la loi en attaquant les Français. Il faut les abattre comme des chiens enragés. Donc là, c'est clair. L'opposition est assez clarifiée, stigmatise tout ce qui est pas la France normale, quoi. La France de la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est plus ça. Et puis bien sûr, on verra la suite, bon, Drieux, on reprend là deux images de Drieux qui dans sa catégorie, désespère, on l'a vu lorsque j'ai causé de lui tout à l'heure, il désespère jusqu'au suicide, ça c'est pour Drieux. Et pour Pétain, alors, pour Pétain, on ira plus loin. Assez vieux pour crever. Seul Laval le plaindra. Darlan crèvera. Bon, il va mourir peu de temps après. Tout s'effondre donc pour les collaborateurs au fur et à mesure, et Drieux en est une des victimes par lui-même, bien entendu, puisqu'il se suffira. Voyons maintenant l'autre ensemble, l'ensemble résistance. Là également, il faut prendre certains profils et puis les analyser. Il y a de la détermination dans la résistance. Pourtant, il y a beaucoup plus de risques. Le collaborateur est dans la légalité, finalement, du moment. Un résistant n'est pas dans la légalité. Donc, il faut qu'il combatte cette légalité qu'il refuse, qu'il n'accepte pas. Et ce sera le cas de certains personnages que j'ai voulu vous présenter. Le premier, c'est André Valentini. André Valentini dira quelque chose de juste qu'il ne faut pas oublier. La clandestinité, on peut y entrer tout seul. Entrer dans la résistance, cela signifie trouver un réseau et préparer la libération, ce qui n'est pas simple. Et lui, il va faire son petit chemin. Il a 20 ans. Il a 20 ans, 19 ans même, en 1940. Et il n'accepte pas, dès le début, il n'accepte pas l'occupation par l'étranger. Et il va faire des actes souvent inconscients. En novembre 1942, par exemple, il a 21 ans, donc, il a 21 ans, oui. Il se retrouve à Marseille, c'est un éclaireur routier, vous savez, scout routier. C'est à Marseille et ils veulent pas. Ils veulent pas, ils sont français, ils veulent pas que les Allemands les dirigent, les commandent. Ils veulent pas surtout entendre de la collaboration que Pétain a préconisée. Et dans 1942, donc, il est là à Marseille, il fait quelques actions dangereuses, notamment envoyer quelques bombes contre le local de la Gestapo, badigeonner les bâtiments publics, notamment la bibliothèque de Marseille. Et là, une parente l'aborde et lui dit « Ah, tu fais n'importe quoi, c'est pas ça la résistance. » Et c'est pour ça que l'idée lui est venue. La résistance, c'est vouloir la libération du pays, c'est vouloir avoir une attitude adaptée, intelligente, pour combattre des adversaires aussi impitoyables. Il faut être plus intelligent qu'eux. Donc je vais te conseiller d'aller voir le professeur Lefebvre. Et il va rencontrer Georges Lefebvre, connu, grand historien, là qui est jeune étudiant ou jeune professeur, et il va le rencontrer. Et ce Lefebvre, qui est, ne l'oublions pas, un spécialiste de la Révolution française, il organisera beaucoup de cercles robespierristes, donc on voit déjà la tendance.
Et lui, bien sûr, n'accepte pas, il veut quelque chose de français aussi. Et il va lui dire, je vais te mettre en contact avec Robert Soulages-Sarrazac, qui est du mouvement Freinet, le mouvement de combat, donc d'ailleurs le plus important mouvement du Sud-Est. Et il va être formé à l'école des cadres dans le Jura, à Plateau de l'Amoura, qui sera d'ailleurs investi par les Allemands quelques mois plus tard, et il disparaîtra. Et lui retournera après à Barème, où il verra un autre personnage important, Jean Estève. Jean Estève qui est celui qui créera une école de cadres de la résistance du côté de Barème, à la Lavanderie. Grand personnage, aimé de tout le monde, futur éclaireur commissaire des éclaireurs de France, donc qui a une approche de la jeunesse, une approche de la justice, une approche de l'honnêteté. Il sera déporté d'ailleurs, malheureusement, à Dachau. Il reviendra et il finira d'ailleurs dans sa carrière d'enseignant en tant que proviseur du lycée Amiral de Grasse, qui s'appelle Amiral de Grasse à cette époque d'ailleurs, et il finira en 82 sa carrière, très estimé de ses collègues, des enseignants, un personnage très apprécié. Voilà. Donc ce groupe Périclès, dans cette école des cadres, il y a Robert Sarrazac, c'est lui qui crée le groupe, le réseau Périclès, qui dépend donc de Combat, qui sera rattaché à Combat. Et il va donc, ce brave André Valentini, connaître dans cette formation des gens de grande qualité. Il se retrouve entouré d'énarques, entouré de militaires de haut niveau, entouré de savants, de polytechniciens, etc. Donc il apprend beaucoup. Et Sarrazac a une conception de la vie, et avec son groupe, pas tout seul, qui est très caractéristique. Il veut changer le monde. Alors tout le monde veut changer le monde à cette époque. Tous les résistants. Mais lui, il veut quelque chose de... Pour pas tomber dans les oppositions, dans les jalousies, etc. Il faut que les jeunes et les gens apprennent à vivre ensemble, apprennent à être justes. D'ailleurs, il sera oublié un petit peu Sarrazac, parce que c'est un idéaliste qui créera plus tard d'ailleurs Citoyen du Monde, après la guerre. Mais c'est une bonne école pour ce monsieur André Valentini, qui n'oubliera jamais ça, qui ne l'oubliera jamais. Et Valentini revient à Barème, et là il va mettre en place un maquis avec le chef de secteur, qui est Gérard Pierre-Rose, dit Manfred. Manfred chapeautera le secteur des différents maquis, et André Valentini sera chef de maquis de la Melle, de la Haute Melle, un coin inatteignable. Je peux vous raconter ma propre histoire quand j'ai essayé de les rejoindre lors d'une commémoration il y a quelques semaines, où tout le monde y est monté en 4x4, et puis moi je suis monté à pied, mais j'ai senti la douleur. Bon, voilà. Donc, lui, typique, les deux d'ailleurs, André Valentini est typique de cette honnêteté, loyauté, obstination pour libérer le pays. Il finira d'ailleurs sa carrière, il est mort il y a peu de temps, il est mort en 2020, il finira sa carrière comme sous-préfet dans le sud-ouest. Quant à Gérard Pierre-Rose, qui a donné son nom, on a donné son nom parce qu'il est martiniquais, et on appellera le maquis Fort-de-France. André Valentini le baptisera ainsi en l'honneur de son collègue, qui est chef de secteur et qui sera blessé, puis exécuté en juillet 1944, quelques semaines de la libération de la région. Et il laissera une légende, ce Pierre Rose.
obstiné combattant, est trahi malheureusement, et trahi, blessé, et il sera exécuté avec un collègue sur la route de Napoléon. Il y a une stèle d'ailleurs à son honneur, qu'on peut voir quand on va dans la région. Je voulais vous montrer Robert Soulages-Sarrazac, qui découvre la défaite, la collaboration, puis rencontre Henri Freinet. Il crée le service national des écoles de cadre, comme je viens de le dire, des maquis écoles, pour les officiers démobilisés surtout, les réfractaires du STO, etc. Sarrazac, Soulages. Nom à retenir, un nom oublié, peut-être c'est un peu oublié, mais il a été réel. Croyez-moi. Un autre portrait qui est intéressant, c'est le portrait de Pierre Poutrin. Pierre Poutrin, dont le père était maire dans le Pas-de-Calais, d'une petite commune. Et avec la défaite de la France contre l'Allemagne, la famille part dans la zone libre en 1942, dans les Hautes-Alpes. Et là, il va s'installer dans une région connue, dans le Champollion. Et à l'issue, au bas du Champollion, il y a une commune qui s'appelle Saint-Jean-Saint-Nicolas, où son frère, Louis, a mis en place un centre de formation pour jeunes voulant s'initier au métier technique, au métier manuel, si vous voulez, puisqu'il créera des électriciennes, des menuisiers, etc. Louis n'aura pas de chance, il sera déporté, parce que son école, son lycée, comme vous voulez, est un foyer de cash pour les jeunes qui ne veulent pas faire le STO, qui sont résistants et qui se cachent. Et il les cache, mais il se fait dénoncer et il partira à Dachau en camp de concentration peu après. Pierre, lui, continue la guerre, le combat, sera également une légende dans cette région. Et il va traverser le Champsaur, pays d'où il est, de haut en bas, du nord au sud et de l'est à l'ouest, fera un travail énorme de combat, prenant des risques incroyables, faisant preuve d'une témérité qui le rendra, tout ça le rendra célèbre dans tout le Champsaur. Mais il était également dénoncé en 1944. Il sera enfermé à la villa Maioli, qui est le lieu où la Gestapo se trouve, où il y a ce fameux boiteux, qu'on appelle le boiteux, qui torture, qui est le tortionnaire. Lui sera torturé, frappé avec des planches clouées, et finalement condamné à mort. Il mourra avec 6 compagnons. Ses dernières paroles seront « Priez pour nous, c'est la fin ». Et il est mort avec son chapelet dans les mains. Voilà notre héros qui ira jusqu'à la mort, au-delà de ce qui est possible de concevoir, sachant ce qu'il attend, prenant tous les risques pour rendre sa liberté au pays, en allant jusqu'au sacrifice suprême. Dans le même genre, mais d'une autre catégorie, nous avons Étienne d'Orve. Étienne d'Orve, c'est un polytechnicien, officier de marine, qui refuse, avec le général Gentilhomme, commandant des côtes de Somalie, l'armistice. Dès 1940, donc il rentre dans la résistance. Et il était évincé de l'armée, bien sûr, c'est un marin, évincé de l'armée, comme le général, bien sûr, Gentilhomme. Donc il rejoint De Gaulle en Angleterre, et en août 1944, il est chargé d'organiser un réseau de renseignement. Lui aussi sera trahi, et comme on le connaît, il sera transféré à Berlin. Il sera non pas condamné, il sera condamné à mort, mais gardé comme otage
par le fameux général Stülpnagel. Stülpnagel. C'est difficile à prononcer. Et malheureusement, le 21 août 1941, arrive ce qu'on sait, qu'on a déjà vu. Pierre-Georges abat un officier allemand, Moser, une bouche de métro, le métro Barbès. Et comme il est otage, il n'y coupera pas, il doit être exécuté, parce qu'il faut 100 otages pour l'exécution de Moser. Et y compris ceux qui sont exécutés donc, à Châteaubriand, lui, officiellement, on demandera sa grâce. Le gouvernement de Vichy demandera sa grâce, mais il n'obtiendra pas. Il sera exécuté donc en 41 à 40 ans. Également, il est allé au bout de lui-même, positionnant la France au-dessus de tout. Là, quand on dit on défend la France, on met la France. Là, on a des exemples typiques, caractéristiques de gens qui iront jusqu'au bout. Voilà ce qui correspond à leur profit. Un autre, également, Max Barrel, né en 1913, lui, il mourra aussi à 31 ans, en 1944. C'est un polytechnicien très intelligent, bien sûr, ingénieur dans le domaine industriel, et il va créer les communistes, il va créer l'Union des cadres industriels, inspiré du Front National. Vous savez, le Front National, ça s'appelle Front National parce que ça veut réunir, bien que ce soit à domination communiste, ils veulent réunir toutes les catégories de résistants. Et ce Front National, donc, lui demande de créer l'Union des cadres industriels pour que, comme il est communiste, le PC domine, bien sûr. Et ça donnera des sabotages industriels et autres actions de résistance trahis. Ce commandant des FTP sera arrêté en juillet 1944, quelques semaines de la libération donc, de la région déjà, et de la France après. Et il sera interné dans les bâtiments, où sévit Klaus Barbie à Lyon, torturé avec des collaborateurs notoires, Max Payot et Marcel Moine. Max Barrel ne parlera pas, comme les autres ne parlent pas d'ailleurs. Il sera torturé, atrocement torturé, jusqu'à être ébouillanté dans une baignoire à haute température. Son corps ne sera jamais retrouvé. Son père fera des pieds et des mains pour retrouver les collabos et participer à la poursuite de Klaus Barbie, qui lui paiera. Mais son fils est mort. C'est un héros, certainement, qui est allé encore jusqu'au bout. Une autre personne fera notre sacrifice de sa vie. C'est une résistance communiste, chirurgien dentiste, Daniel Casanova, qui mourra très jeune aussi, et 34 ans, c'est très jeune. Elle créera au 8e congrès du Parti communiste, le 8e congrès c'est important, c'est celui de Marseille, et ce congrès décidera de quitter l'orientation front unique, c'est-à-dire que les communistes contre l'occupant, contre l'adversaire, pour faire la révolution, mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Et il vaut mieux être avec les autres, donc il s'ouvre, et ce sera le Front populaire d'ailleurs, bien qu'ils n'y participeront pas en tant que gouvernement. Et elle crée l'Union des jeunes filles de France à ce congrès. Elle sera arrêtée en février 1942, déportée à Auschwitz. Elle mourra du typhus après avoir voulu sauver et soigner ses camarades atteints du typhus, puisqu'il y a une épidémie
de typhus dans le camp et en mourra. Voilà, sacrifice suprême également. Un autre héros, c'est un héros, Paul Hérault, né en 1906. Fils de chaisier, son père a une entreprise pour fabriquer des chaises et les réparer à Gap. Et lui va prendre la succession de son père d'ailleurs. Il fait son service militaire au 4e régiment de génie, il combattra au col du Lautaret au début de la guerre, en 40 donc. Il créera les corps francs très rapidement. Il créera les corps francs. C'est un alpiniste chevronné, reconnu, donc il peut bouger facilement, quoi, si vous voulez, dans les montagnes. Et le responsable du mouvement combat dans la région, c'est un certain M. Pascal, enseignant, qui a été démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy. Et M. Pascal apprécie ce jeune homme comme homme de la situation, parce qu'il est très actif au combat, il organise beaucoup de sabotage avec les mouvements unis de la résistance, et il le charge de l'organisation militaire des Hautes-Alpes. Et en 1943 d'ailleurs, Paul Hérault, qui deviendra le commandant du Mont, et il devient l'adjoint du colonel Bayard, Jean Garcin, qui est lui le chef des corps francs en AR2, lui deviendra chef des corps francs, mais dans les Hautes-Alpes. En 1944, c'est le chef des FFI, puisqu'il y a la réunion de tous les mouvements dans les Hautes-Alpes. Malheureusement, le 9 août, il tombe devant, près de Tallard, avec l'agent de liaison, le gendarme Meyer. On envoie une mission, je ne sais pas trop qui l'a envoyé, pourquoi. Et il tombe sur la fameuse colonne Magdebourg. Et il meurt au combat, là. Il se fait tuer au combat, et on le retrouvera un peu plus tard, le 9 août 1944. Gap est libéré le 20. 11 jours après, l'affaire aurait été différente, mais voilà. Ça aurait été certainement un personnage important à la suite pour la République et dans le département en question. J'ai d'autres personnages, bien sûr, à voir, notamment celui que je n'ai pas cité pour l'instant, oui, Louis Martin Brett, qui est aussi du mouvement combat, qui est le chef des mouvements unis de la résistance dans les Basses-Alpes, qui travaillera avec l'armée secrète notamment, avec qui il organisera des différentes attaques. C'est un chef d'entreprise agricole, qui sera d'ailleurs conseiller municipal de Manosque, qui organise beaucoup de sabotage. Il est rattaché au mouvement combat en 1942. Il sera arrêté par les Italiens en 1943, mais il s'évade. Et il devient le chef de la résistance dans les Basses-Alpes. Il sera arrêté en 1944, en juin, par les miliciens, sur une dénonciation bien entendu. Il sera torturé à la rue Paradis, qui est le lieu, comme la villa Maioli à Gap, c'est le lieu où les Gestapo se trouvent et où on torture dans les caves les résistants ou les opposants. Torturé atrocement, bien sûr. Il sera avec 11 de ses camarades exécuté et lui enterré peut-être vivant d'après un rescapé à Signes. Et il y a des stèles un peu partout, dans ce qu'on appelle le vallon des fusils. Voilà le destin de Louis Martin Brett. On voit que beaucoup disparaissent vite, parce que peut-être au début, en 40-41, on est imprudent,
parce qu'on croit que les idées, c'est pas de la guerre, hein, mais en réalité on oublie les autodafés d'ouvrages. Pensez que la liste à Otto Abetz a fait que 2000 ouvrages sont mis à l'index, ou mis à l'autodafé, comme en Allemagne en 34-35. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une cinquantaine d'écrivains qui sont bannis des listes. Donc, on est peut-être, et à la fin de la guerre, peut-être on croit que ça va arriver, En juin, il y a eu le débarquement le 6 juin, hein, donc c'est là où l'effervescence se développe. Et peut-être on crée des imprudences. Il y a les deux côtés. Au début, on se leurre sur les intentions de l'occupant, et à la fin, on est peut-être un peu imprudent. Le héros, je viens d'en parler, et je parlerai maintenant de Georges Politzer, communiste également, comme sa collègue Daniel Casanova, comme d'autres, comme pour y citer, comme Max Barrel, etc. Alors, qui est Georges Politzer? C'est un agrégé de philosophie, un résistant communiste, qui a adhéré en 1929 au Parti communiste. Il va se distinguer par ses écrits, une revue marxiste qu'il crée avec Georges Friedman et Paul Nizan. Il crée également l'Université libre après l'arrestation de Paul Langevin, un grand physicien de renommée internationale, avec Jacques Decour et Jacques Salomon. Il crée la Pensée libre, dans laquelle il s'oppose aux théories du nazi Alfred Rosenberg, notamment dans son ouvrage Sang et or, ou l'or vaincu par le sang. Il fera divers cours, il enseignera divers cours sur le matérialisme dialectique, et un ouvrage connu, créera un ouvrage connu, qui mérite d'être lu, parce qu'il est simple et clair, Principes élémentaires de philosophie. C'est un petit bouquin à lire, très 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 facile, et très édifiant, si vous voulez, pour connaître mieux la philosophie. Traqué, bien sûr, comme tous les résistants, il est arrêté par les brigades spéciales, section spéciale, c'est lié. Hein. Brigade spéciale, c'est Bernard, section spéciale, c'était Pucheux. Le 4 février 1942, avec son épouse, il est torturé, puis fusillé. Son épouse sera déportée, mourra en déportation. Sans avoir parlé. Ça, c'est important de pouvoir le noter. Un autre personnage important, qui lui s'en sortira, puisqu'il mourra en 2006, qui est important pour la résistance, c'est Jean Garcin, surnommé le colonel Bayard, chef des corps francs du mouvement combat pour tout le Vaucluse et en PACA. Ceci dans le cadre des mouvements unis de la résistance. C'est un socialiste qui ne supporte pas les occupants, surtout après l'arrestation de son père qui a été déporté et qui est mort en déportation. Et il n'oubliera jamais ça. Le frère de son père s'en sortira parce qu'il était malade. Son père disparaît et il va multiplier les actions, bien sûr. Il a déjà commencé, mais là, il le fera au nom de son mouvement de libération.
Il écrira d'ailleurs, il développera ses idées, ses souvenirs dans un écrit qu'il fera un peu plus tard, qui s'appelle « Nous étions des terroristes », un peu plus tard, beaucoup plus tard, puisqu'il sera écrit en 1996. Donc si on fait la soustraction, ça fait plus de 50 ans après. Plus de 50 ans après. Et il dira des choses 50 ans après, donc, qu'il n'a jamais oublié, qui sont dans son cœur, dans son esprit. S'il était possible de pratiquer un échelonnement des haines, je placerai les volontaires de Darlan en tête, au-dessus de la Gestapo et de la police SIPO. Ces derniers sont nos ennemis. Ils traitaient de façon inadmissible, bien sûr, et inhumaine, les gens sur lesquels ils sévissaient. Mais la milice est française. C'est la France. Et trahissent la France. Et je placerai au-dessus de tout les traîtres Darlan, les miliciens et le Waffen-SS. Car cette milice exécutait sans jugement les réfractaires du STO, ceux qui pensaient autrement, les résistants des Glières par exemple, massacrés sans hésitation. Et il cite dans son ouvrage le martyr d'Albin Durand, scié vivant entre deux planches. Et il termine dans ce passage, voilà qui étaient nos adversaires de 1943 jusqu'à août 1944. On le voit sur la diapo, c'est un personnage qui a une belle carrière, bien sûr. Il ira jusqu'au Conseil général, il sera également vice-président de la région, un peu plus tard peut-être. Voilà. Et son livre, bien sûr, est quelque chose à regarder avec son pédigré, son parcours que nous voyons sur la diapositive. Dans l'ouvrage, nous étions des terroristes. C'est le personnage qui est au centre. Et dans son livre, il rappelle d'abord que l'oubli est la ruse du diable, reprenant la citation de Max Gallo, de l'académicien Max Gallo, mais il dira quelque chose de juste, qu'on ne peut pas oublier. On reprendra ou un poème ou un écrit de certains pasteurs Martin Niemöller, qui a été enfermé à Dachau pendant 10 ans, ou à peu près 10 ans, de 38 à 45. Voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit. Quand il n'y aura plus personne pour protester, et il dira, je lis, si vous permettez, lorsque les nazis vinrent rechercher les communistes, je me suis tu. Je n'étais pas un communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je me suis tu. Je ne suis pas sociodémocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu. Je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu. Je n'étais pas juif. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Très belle citation. De ce monsieur Niemöller, enfermé à Dachau pendant 7 ans. Belle leçon.
terme de ce travail, on a envie de disserter pour ne pas oublier. Les portraits proposés permettent de classer les profils des collaborateurs et de résistants, bien entendu. Même si nous constatons qu'ils sont différents, parfois divergents, même dans chaque ensemble, côté résistant et côté collaborateur. Donc, que nous inspirent ces profils de collabos, d'abord? Mais en écoutant ou en lisant ce qu'on vient d'énumérer, la haine de l'adversaire. Rappelons-nous Sartre, parce que l'adversaire, c'est celui qui n'accepte pas l'état normal, actuel, donc il faut l'abattre, puisqu'il combat, on le combat. L'envie des biens d'autrui, c'est une fréquence. La trahison, l'intolérance, la cruauté, l'énumération continue, la destruction de tout ce qui gêne sa domination. Tuer l'autre pour réussir à tout prix, faire disparaître les faibles en éradiquant leurs espérances, le sadisme, l'horreur comme instrument, la névrose obsessionnelle est finalement un des fondements de leur vie. Pour les résistants, les profils inspirent autre chose, bien entendu. Il y a peut-être de la cruauté quand il y a l'épuration, c'est certain, mais ce n'est pas à la même échelle, c'est pas permanent. Le résistant, lui, il rejette l'occupant. Il refuse l'arbitraire. Il refuse la soumission. Il s'oppose à l'injustice, à la cruauté. Il fait appel à la liberté. Il n'a pas oublié liberté, égalité, fraternité. Il y tient. Plutôt que travail, famille, patrie. Donc, on perçoit le courage, l'abnégation, le sacrifice jusqu'à la mort, le dépassement de soi, comme caractéristique psychologique facilement déterminable dans cet ensemble, l'ensemble des résistants. Car le résistant prend tous les risques. Il ne sait pas s'il vivra dans un mois ou dans un an. Tandis que le collaborateur, lui, se sent dans son droit. Il est dans la légalité du moment. La police, la milice, la Waffen-SS devaient sans doute penser pareil. Lorsqu'ils exécutaient, déportaient, torturaient ou massacraient femmes, enfants, vieillards. Ils sont dans la légalité. Mais psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne tue les enfants, on les fait déporter, on les rafle parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils soient vieux, jeunes, femmes. C'est quelque chose. Et on ne leur donne pas à manger, on les laisse dans un état déplorable où ils ne peuvent pas se laver, etc. J'en passe. Et des meilleurs, on pourra en parler. Notamment de Drancy, on pourra en parler lors d'une conférence, une prochaine conférence d'ailleurs. C'est porter à l'extrême la haine. Ils ont le temps, c'est pour ça qu'ils sont dans leur légalité du moment. Et c'est ce que sans doute les collaborateurs pensaient, la milice pensait, lors des combats du maquis des Glières, où près de 400, je dirais 385 résistants sont tués. C'est ce qu'ils devaient penser en pendant les 118 malheureux de Tulle, en dénonçant ceux qui sont tombés au Mont Valérien, plus de 1000, pas l'oublier, en raflant les Juifs, comme je viens de le dire. Ça n'a rien à voir avec les vengeances des résistants, notamment les 76 exécutions de collabos du Grand Bornand, qui ont été jugés selon des lois, des textes qu'avait mis en place
le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle. Eux, ils étaient jugés normalement et ils avaient droit à une défense. Il s'agissait d'une réelle légalité. Les collabos n'ont ont une légalité du moment, effectivement. Mais quelle légalité, si on doit comparer? Les autodafés de livres ne sont pas que brûler du papier. Ils ont un autre sens. Faire disparaître la liberté de s'exprimer, de penser. De plus, par l'occupant. Dans notre cas, c'est la réalité. N'oublions pas la liste dont j'ai parlé précédemment, la liste Otto, créée par Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich allemand de 40 à 44 à Paris, qui retire les ouvrages interdits, qu'il ne veut pas parce qu'ils peuvent influencer la population contre l'occupant, en critiquant, en faisant des satires, etc. Et puis les auteurs bannis qui ne peuvent pas écrire, que la NRF exclut, qui n'ont droit à rien du tout, et qui vivent, à part prendre le maquis, ils n'ont pas grand-chose à faire d'ailleurs, à faire d'autres. Et je disais, avec la complicité de la nouvelle revue française, cette fameuse NRF, les Allemands veulent vouer aux gémonies, non pas les vivants, les livres actuels et les auteurs bannis, mais même les morts, puisque les grands classiques français, on ne peut plus entendre parler, ils sont interdits d'utilisation. Lamartine, Michelet, Descartes, Diderot, Racine, et puis bien sûr, pour moi c'est bien sûr, le plus vilipendé d'entre eux, Victor Hugo. On essaie d'ailleurs de le récupérer par ses écrits, et notamment le discours sur la paix universelle qu'il a prononcé en 1866, n'oublions pas, sur la fraternité des peuples. Sous-entendu, pour l'occupant et la NRF, que ces termes sont l'expression de souhait que les Allemands dominent, c'est ce qu'ils souhaitent, et que cela se réalise autour du Reich. Là, cette fraternité, cette union, cette collaboration, c'est ce que, d'après eux, Victor Hugo préconisait. Mais en fait, ils oublient de parler d'ouvrages de Victor Hugo, tels L'année terrible ou le châtiment, qui n'ont rien à voir avec ça et qui ne préconisent pas ce genre de choses. Victor Hugo leur répond 60 ans plus tard, ou 60 ans avant, comme vous voulez. Quelques extraits, je lis. Montrons-leur le dédain qui sied à la douleur. Libre on était esclave, on est prophète. Je prédis l'abîme à nos adversaires. Je ne puis que saigner tant que la France pleure. Une fraternité bégayée à demi et trop tôt fait hausser les épaules à l'ennemi. Puis plus loin, je chante les garçons qui meurent pour leur sol. Je chante nos garçons qui ont la France pour tombeau. Et citons à nouveau Victor Hugo. Cette nouvelle citation, on la retrouve dans le livre de Jean Garcin, Bayard, à la page 76, je crois, ou un peu avant. Et il cite Victor Hugo, bien sûr. « Réveillez-vous, assez de honte. Vous n'êtes pas armé? Qu'importe. Prends ta fourche, prends ton marteau. Redevenez la grande France, délivrez, frémissant de rage, votre pays de l'esclavage.
votre mémoire du mépris. Poème écrit à ceux qui dorment. Victor Hugo. Ça aussi, c'est préconisé bien avant. Ce petit moment de silence, si vous me permettez, c'est le respect par rapport à ce que je viens de lire. Pour les collaborateurs, le ton change. Car c'est maintenant qu'il sent ces meurtres secrets se coller à ses mains. Ceux qu'il commande obéissent seulement au commandement, nullement à l'affection. Il sent sa grandeur s'affaisser autour de lui. Cette tirade de Macbeth, donc de Shakespeare, cadrait étonnamment avec notre sujet. À la fin de la guerre, les collaborateurs ont dû constater l'inefficience de leur choix. Car finalement, ils s'aperçoivent qu'il n'y avait jamais eu d'espoir. Nous avons aussi envie de ne pas oublier des personnages comme Oskar Schindler, sage parmi les sages, et puis des milliers d'anonymes, ces gens qui ont protégé enfants, juifs, résistants, réfractaires de toutes origines, gaullistes, communistes, socialistes, juifs, femmes, enfants, vieillards, enseignants, écrivains, militaires, paysans, industriels. On pourrait en dire d'autres. Parmi ces sages, n'oublions pas nos Grassois, les Pasqua par exemple, puis Marguerite et Georges Brouard, Pierre et Yvonne Genevet, les sœurs de Sainte-Marthe et de Jeanne d'Arc, l'Institut Fénelon, la Miss Huguière à Cabris, très connue de tous les artistes et écrivains qui ont passé des séjours, notamment un autre personnage qui n'était ni artiste ni écrivain, mais un artiste dans son genre, le professeur Debré, qui a écrit un livre extraordinaire qu'il faut lire, L'honneur de vivre. Les pasteurs protestants, les orthodoxes, le bosniaque Korkut, ils ont pris d'énormes risques pour sauver les autres, car dans leur combat, ils étaient sans défense. Il est important, je crois, de rappeler ce passé, afin qu'il ne soit pas oublié, qu'il ne se reproduise pas si on peut, mais en tout cas qu'il ne soit pas oublié. Et pour qu'il ne se reproduise pas, il ne faut pas l'oublier, bien entendu. En effet, ne pas parler entraîne l'oubli. Discussion, recherche sont fondamentales pour la compréhension et l'analyse. Quelle part doit-on donner aux diverses approches historiques? Les témoignages, sources d'archives, se confrontent parfois avec l'archive elle-même, bien sûr. La première est essentielle pour prouver, mais le témoignage doit être pris en compte. La vérité est souvent complexe et multiple. La vérité, sur l'affaire de Caluire par exemple, restera longtemps un point d'interrogation. Hardy, Aubry, Lydie Bastien et tous les protagonistes jusqu'à Eichmann ont joué un rôle, mais lequel? Qui a trahi? Quelle place a eu Henri Freinet dans cette grave histoire? Pourquoi a-t-on décommandé la veille la protection par l'équipe de Bayard de cette importante réunion? Comment Hardy a bénéficié de 3 acquittements, dont le dernier à la minorité de faveur? Qui avait créé cette règle 4 contre 3, mais il fallait qu'il y en ait 2, une différence de 2 pour qu'il soit condamné, alors qu'il en avait 4 contre lui quand même. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Nous en reparlerons d'ailleurs. Des questions peuvent s'opposer également sur la mort du commandant Dumont dans les Hautes-Alpes, d'une autre manière. L'archive ne répond pas forcément à tout, c'est évident, mais elle reste incontournable. De toute façon, on ne refera pas l'histoire.
Conservons le plaisir d'échanger et de disserter sur la vérité historique. L'histoire, matière à multiples faces. Je vous remercie.